Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comment transitionner de salarié esclave à freelance esclave? Si tu es toi-même salarié esclave et que tu te demandes est-ce que c'est le bon moment pour passer freelance esclave, est-ce que j'ai accumulé suffisamment d'expérience, est-ce que mon CV est suffisamment riche, est-ce que j'ai suffisamment d'années d'expérience derrière moi pour passer freelance esclave, eh bien je vais te donner mon avis dans cette vidéo. Si tu n'es ni salarié esclave ni freelance esclave, mais tu es juste un jeune qui va arriver sur le marché du travail et que tu te demandes est-ce que je dois passer par la case salarié esclave avant d'être freelance esclave, je vais aussi te donner mon avis dans cette vidéo. Mais avant, je vais te montrer où je suis. Yeah. Yeah. Terima kasih. Thank you. Alors, je suis à Labuan Bajo. La vue de rêve, les amis. Je mettrai l'endroit où je suis, hein, c'est difficilement accessible. Petite merveille. Allez, je vais faire un zoom pour de la mer. Il y a quasiment personne. C'est mon bureau aujourd'hui. Alors non seulement j'ai l'expérience en fait, parce que j'ai été salarié esclave, pas très longtemps, et je suis passé freelance esclave pendant une quinzaine d'années. Donc j'ai cette expérience sur moi-même, mais j'ai surtout l'expérience de toutes les personnes, et elles sont nombreuses, certains même regardent ma chaîne, personnes que j'ai fait passer freelance esclave. C'est-à-dire quoi faire passer? Tout simplement, quand j'arrivais dans une équipe, donc dans une équipe avec des prestataires, donc des prestataires freelance esclaves et d'autres salariés esclaves, j'ai fait passer beaucoup de ces salariés esclaves en freelance esclave. Alors c'est assez facile en fait de faire passer des gens de salariés esclaves à freelance esclave. Il suffit simplement de leur montrer, vous allez voir, vous leur montrez en fait simplement combien vous facturez. Donc ils vont gagner par exemple 2-3 000 euros en tant que salariés esclaves, ils font le même travail que vous. Okay, ça c'est très important. Après je vais répondre à la question combien d'années il faut pour passer freelance, etc. selon moi. Et vous, donc ils font le même travail que vous, ils gagnent 2-3 000 euros, vous facturez 800 euros la journée. Okay, vous montrez la facture à ces gens-là, vous leur dites regardez, toi tu as fait 3 000, moi j'ai facturé donc 800 allez, fois 20, on est gentil, on va prendre 2 jours de vacances, donc ça fait 16 000. On prend les taxes, les impôts, les machins, combien il reste dans la poche? Il va rester au moins 50-60% si tu es en France. Il va rester un peu plus si tu es à l'étranger, voire beaucoup plus si tu es à Hong Kong, Singapour. Donc tu leur dis voilà, regarde, je fais le même travail que toi. Par contre, toi, tu es payé 2 000 et moi, je suis payé 7, 8 000, 10 000. Au début, ils vont pas comprendre, ils vont croire que c'était une blague. Moi, j'en ai eu qui m'ont dit, mais c'est pas vrai. C'est pas possible, c'est faux. Et là, ils réalisent qu'ils se sont fait arnaquer toute leur vie. Donc, ils ont perdu des années. Certains ont perdu 10 ans, 20 ans. On ne peut pas rattraper 10 ans. 10 ans, vous auriez pu être freelance esclave et vous avez été salarié esclave à un salaire de misère. Vous ne pouvez pas le rattraper. Mais c'est toujours le bon moment pour passer freelance esclave. Alors, vous en remettez une couche. Donc, si vous êtes freelance dans des équipes, en général, vous avez deux types de freelance. Vous avez ceux qui la jouent low profile, c'est-à-dire qu'ils se cachent et ils facturent en silence. Ça, c'est ceux qui sont les plus intelligents et c'est ceux qui ont des carrières très longues. Et puis, il y a ceux comme moi qui sont un peu sournois et qui vont aller piquer en fait les salariés esclaves en disant voilà, regarde comment je facture. Et tu sais quelle est la raison pour laquelle tu n'es pas freelance esclave, c'est-à-dire que tu gagnes 2 000 alors que moi je gagne 10 000. Est-ce que tu connais la raison? Et vous lui dites, la raison, c'est parce que tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas parce que tu n'as pas le courage de passer freelance. Tu as les chocottes. En fait, tu es fragile, tu es faible, tu n'aimes pas prendre de risques. C'est normal et tu es très content à gagner 2 000, 3 000. Ça va tenir 15 jours, 1 mois. Ensuite, il pose sa dème. Les projets dans lesquels je suis passé, c'est à la fois des projets de grande libération, puisque j'ai libéré des gens qui, derrière, ont pu devenir millionnaires, puisque en tant que freelance esclave, vous devenez millionnaire en 10 ans, normalement. Mais c'est aussi des projets qui sont des cimetières, c'est un carnage. C'est-à-dire que les gens posent leur dème, et donc il faut, à la fin, on se retrouve qu'entre freelance.
On se refait pas, hein. J'ai cet instinct de vouloir me libérer, mais de vouloir libérer les autres. Bah, d'ailleurs, sur cette chaîne, voilà, il y en a qui regardent cette chaîne, je les retrouve à Bali, je les retrouve à vouloir monter des business en ligne, je les retrouve à même passer freelance esclave. Voilà, donc c'est des projets de libération, tout ça. D'ailleurs, en haut de markbluersky.com, il y a écrit libérer l'esclave. Libérer l'esclave, c'est quoi? C'est libérer l'esclave en vous. C'est pas un autre. Enfin, en vous, puis les autres. Il n'y a aucune raison de se faire marger sur la tronche à 50%, puisque les salariés se font marger violemment. Marger à 10%, ok. En tant que freelance, 10-15%, ok. Marger à 50 ou 70%, non. Donc, je réponds à ta question maintenant sur... alors attends, je lis la question. Ça serait peut-être bien de lire la question. Penses-tu qu'il est nécessaire de travailler en CDI esclave, le temps, donc salarié esclave, le temps de se faire ses armes afin de mieux se vendre ensuite en tant que freelance? Alors, oui, mais pas longtemps. Alors moi, je l'ai fait 2 fois en fait. Au début, j'étais développeur. Tu vois, je vais te donner le cas spécifique. Donc, je sortais de mon école d'ingénieur. Ok, donc je cherchais du travail. Donc j'avais en face de moi toutes les boîtes à viande. Ça n'a pas beaucoup changé. Apparemment, ça s'appelle plus SS2I, ça s'appelle société de conseil ou cabinet de conseil. Mais en gros, le business model est le même de ces boîtes à viande, c'est-à-dire vendre de la viande humaine, c'est-à-dire des consultants, et se faire payer par les clients et prendre une grosse marge et se goinfrer entre les deux. C'est toujours la même chose. Bon. Pour acquérir l'expérience, bah, ils vont avoir du mal en fait, enfin, ça va être plus compliqué de se positionner en tant que freelance avec 0 année d'expérience. Voilà, disons-le comme ça. Par contre, après 6 mois d'expérience, 1 an d'expérience, le CV commence à se remplir. Et derrière, donc moi c'est ce que j'ai fait, je suis même pas resté en fait 1 an en tant qu'esclave salarié. Et je me suis tout de suite, en fait, je me suis positionné. C'est pas je me suis positionné, c'est j'ai eu de la chance en fait. J'ai vraiment eu de la chance en fait. C'est-à-dire que c'est carrément le client qui est venu me proposer, lors d'un changement de business unit, il est venu me proposer carrément de passer freelance. C'est très rare et c'est là que j'ai compris. Mais voilà, j'ai eu de la chance. Faut reconnaître. Et donc je suis passé freelance et derrière, bah, j'ai trouvé des missions de freelance en tant que développeur informatique. Tout simplement. Donc j'ai eu cette petite phase de salarié. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un master de finance de marché parce que j'ai découvert, en fait, quand je faisais mes missions en tant que développeur informatique dans des banques, j'ai découvert qu'il y avait des gars qui ne foutaient rien, ils étaient carrément assis comme dans des transats et ils facturaient plus que moi. À l'époque, un développeur, il facturait 500 et un business analyst, maîtrise d'ouvrage, ça s'appelle en français, ça facturait 750, 800. Okay, pour un gars avec 2-3 ans d'expérience. Ça, c'était un freelance, hein, attention. Et je me suis dit, bah, c'est ça que, quitte à ne rien faire, autant facturer le maximum. Ça, c'est un petit peu ma devise. Hein, c'est quitte à faire des choses qui ne servent à rien, autant facturer à donf. Voilà. Parce que de toute façon, je savais qu'il n'y aurait pas d'épanouissement personnel, ni en tant que développeur informatique à travailler pour des maîtres, ni en tant que business analyst à travailler pour des maîtres, ni en tant que quoi que ce soit dans le monde corporate. J'avais compris rapidement que le monde corporate ne pourrait pas... j'étais pas un carriériste. Okay, donc pour moi, j'étais là juste pour une seule chose, faire mon boulot et prendre un maximum de cash et développer derrière les investissements, les revenus passifs et progressivement faire à un moment donné faire des business en ligne et autres. J'ai suivi cette voie. Donc j'avais fait mon master de finance en cours du soir en même temps qu'être développeur informatique. Je faisais rien. Alors ça, c'est un autre truc. Quand vous travaillez je donne vraiment de bons conseils. Hein. Quand vous travaillez au bureau, en fait, vous travaillez pour l'entreprise, mais réservez-vous du temps caché où vous travaillez pour vous, sur vos propres business. En général, des business en ligne, c'est-à-dire que vous montez en parallèle. Okay, et quand les business en ligne tournent, vous fuyez le salarié et le freelance esclave. Okay, c'est un peu comme ça que ça marche. Bon, moi, j'avais fait mon master de finance, comme ça, en mode espion. Et donc, je l'ai validé. Une fois que j'ai été diplômé, je me suis dit, maintenant, je vais être business analyst. Et là, tu vois, j'ai repris, en fait, j'avais le mindset de me dire, il faut que j'ai une petite expérience de business analyst, que j'ai un point d'entrée.
Et le point d'entrée, je vais l'avoir plus facilement si je me positionne en tant que salarié. Donc, je me suis positionné comme salarié et j'ai fait seulement 6 mois comme salarié. Et sur la même mission, j'ai forcé en fait le fait de passer indépendant, de passer freelance. Et ensuite, j'ai été freelance tout le temps. Une fois qu'on est freelance, freelance à vie. Donc tu vois, c'était vraiment pas long. C'était 6 mois, etc. Maintenant, toutes les personnes autour de moi qui sont passées freelance, elles sont toutes passées par la case salarié esclave. Faut dire les choses. Parfois plusieurs années de salarié esclave. En général, pour les plus aguerris, c'est 2-3 ans. Mais moi, j'ai pu faire passer des gens freelance, même des gens qui étaient vraiment pas compétents, des gens qui étaient... même un gars, c'était un Africain. Le mec, il n'avait pas inventé la Lune, il était ingénieur, ok, français, mais voilà, c'était vraiment pas très 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 moyen. Et je lui ai montré et je lui ai montré en fait comment passer freelance et il l'a fait. C'est-à-dire qu'il a pris le risque et derrière il a fait toutes ces après même 6 mois ou 1 an d'expérience, il était freelance. Et jusqu'à maintenant il est freelance. Alors au début il était freelance en société de portage. C'est-à-dire que ça change pas beaucoup en fait le fait d'être en société de portage, on reste salarié. On a plugué en fait une boîte de portage et puis ensuite il est passé en EURL ou en SASU. Donc voilà, et je me suis dit vraiment, lui, c'était vraiment un cas d'école. C'est-à-dire que si vraiment lui, complètement nul, très moyen, peut y arriver, sans être même français, sans avoir d'argent, sans avoir rien du tout, avec le risque, si jamais ça marche pas, même de se faire expulser de France et tout, si avec lui ça marche avec n'importe qui. Alors pourquoi ça marche avec n'importe qui, qu'on n'a pas besoin d'être bon pour passer freelance esclave? En fait, c'est simple. C'est parce que les boîtes à viande, en fait, quand elles ont besoin d'une ressource, elles vont d'abord la chercher en tant que dans leur elles vont d'abord chercher en fait des salariés pour pouvoir marger à fond. Mais si elles ne trouvent pas des salariés qui font le job, et donc c'est là où, si elles ne trouvent pas, en fait, elles vont s'ouvrir au freelance. En général, tu as des boîtes qui fonctionnent comme ça. Tu as des boîtes aussi qui ne fonctionnent qu'avec des freelances. Ça ne se pose même pas la question. Pourquoi ? Parce que c'est juste une histoire, en fait, toutes ces histoires, c'est une histoire de marge. Il y a des boîtes qui veulent pas se prendre la tête aussi avec des salariés, parce que c'est lourd un salarié, ça t'envoie au prud'homme, il y a les intercontrats, il y a les périodes c'est lourd au niveau RH. Alors qu'un freelance, ça se dégage très rapidement. Donc c'est beaucoup plus flexible. Donc, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'ils font le même boulot, sur les mêmes missions. En fait. Alors je parle pas des freelances qui sont en direct avec les clients finaux. Pour moi, ça a été, j'ai fait 1 ou 2 missions où j'étais en direct avec les clients finaux, mais en général, il y a toujours un intermédiaire parce que les clients finaux, s'ils sont très gros, ils ne travaillent qu'avec des boîtes référencées. Okay, donc voilà. Donc pour te répondre honnêtement, je dirais oui, mais l'expérience peut être très faible, très courte et sur opportunité, faut pas hésiter à passer freelance. En tout cas voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Ensuite tu dis est-ce que c'est valable pour tous les métiers? Oui, pour tout, en tout cas dans le monde de l'entreprise et de l'informatique, tout ça, tout ce qui est, il y a des métiers qui sont où c'est plus habituel en fait de prendre des freelances. Tout ce qui est développement informatique, très habituel d'avoir des freelances. Tout ce qui est business analyst, très habituel. Tout ce qui est quality analyst, tout ce qui est consultant, tous les métiers en fait qui sont externalisés, les métiers de prestataire, tous ces métiers, et aujourd'hui la quasi-totalité des métiers sont externalisés. Même les postes de management sont externalisés. Moi j'ai eu des managers qui étaient des freelances. Ça c'est plus rare. C'est plus rare. Après les métiers où il y a moins de freelance, c'est les métiers où ils peuvent recruter des trucs sur des carrières de long terme, des secrétariats, PMO, quoique même PMO, j'ai eu des PMO freelance. Hein. En fait, il faut voir un truc, c'est que dans les grosses boîtes, les salariés, c'est tellement difficile de recruter un salarié. Et les salariés sont tellement lobotomisés, ils sont vraiment entraînés vers le fond, ils sont vraiment, ils servent plus à rien, quoi. Donc, ceux qui font tourner les boîtes, en fait, c'est les externes. Donc, je dirais tous les métiers. Ouais, tous les métiers. Est-ce qu'il y a des métiers qui restent en général, les métiers de management, les boîtes essayent de contrôler, de les garder en interne, de les internaliser. Il y a beaucoup ça aussi.
beaucoup de gens qui rentrent et qui reçoivent des propositions d'internalisation. J'ai reçu pas mal de propositions d'internalisation, toujours refusé toute proposition d'internalisation. Votre salaire va être divisé par 3 ou par 4. Voilà, écoute, j'espère avoir répondu à ta question. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remontre la jolie vue que j'ai. Voilà. Alors si tu peux travailler comme freelance esclave à distance, c'est pas la peine de rester en France. Ah, c'est beau, hein. Ah, il y a un gars qui est là-bas, là. C'est carrément... Alors ça, c'est du paddle, mais ça s'écrit pas de la même manière que le paddle que je fais, hein. Moi, le paddle que je fais, c'est du mini-tennis. Ok. Voilà les amis, à bientôt.